Bonjour à tous et merci de nous rejoindre à Madrid, en Espagne, ce pays de 47 millions d'habitants entré dans l'Union européenne depuis 1986. L'Espagne a pris au 1er juillet dernier la présidence tournante de l'Union européenne pour 6 mois. Une présidence difficile puisque au 23 juillet dernier, lors des élections nationales, les Espagnols n'ont pas envoyé dans cette Chambre des députés une majorité très claire. Alors que son parti populaire était arrivé en tête des élections, Alberto Núñez Feijóo avait échoué en septembre à constituer une majorité avec l'extrême droite de Vox à 4 voix près. L'initiative est alors revenue au Premier ministre sortant socialiste Pedro Sánchez. Assuré du soutien de la gauche de Sumar, il a réussi à négocier celui des députés catalans, dont les indépendantistes de Carles Puigdemont, en échange d'une loi d'amnistie pour les séparatistes poursuivis par la justice, un geste très contesté. Nous sommes maintenant au palais de Viana, en compagnie du ministre des Affaires étrangères par intérim, José Manuel Albares. En effet, la situation politique en Espagne est complexe à l'issue des élections du 23 juillet, avec pas de majorité très claire. Écoutez, les Espagnols ont voté pour 4 ans de plus de gouvernements progressistes, pour 4 ans de plus de dialogues qui mènent vers la coexistence de l'Espagne. Et ils ont fait aussi un choix très très clair. L'alliance qui a commencé à se mettre en place dans plusieurs régions et plusieurs villes espagnoles entre la droite et l'extrême droite a été rejetée. Parce que c'est ça l'alternative à ces gouvernements. Alors les Espagnols ont voté pour un choix fort, démocratique et en faveur des valeurs européennes. Fort, non, vous êtes à égalité de sièges et votre parti, le PSOE, Parti socialiste de Pedro Sánchez, a besoin, pour obtenir une majorité à la Chambre, des 7 voix des députés de Carles Puigdemont, des Catalans, qui réclament une amnistie pour justement leur organisation d'un référendum illégal en 2017. Déjà, on ne parle pas d'une coalition. Il y a 350 députés à l'intérieur du Parlement espagnol, à l'intérieur du Congrès des députés. Mais les 7 là sont très indispensables. Est-ce que c'est possible d'amnistier ? Ils devront tous voter l'investiture de n'importe quel candidat. Chacun décidera. Je suis sûr que tout ce qui sortira du dialogue que le président Sánchez aura avec les différentes forces politiques pour son investiture sera à l'intérieur de la Constitution. Il l'a exprimé à plusieurs reprises. Et de toute façon, tous les Espagnols vont être témoins. La présidence espagnole de l'Union européenne, ça devait être votre grand moment européen. Et est-ce qu'il n'est pas fortement affecté par justement ces élections que Pedro Sánchez a choisi de convoquer justement à ce moment-là ? Non, pas du tout. En Europe, on a eu des présidences de toutes les couleurs et de tous les types. La présidence française a eu 3 votes pendant sa dernière présidence, qui a été un succès. Quand on voit les démarrages de la présidence espagnole en juillet, avec ces sommets Europe-Amérique latine, qui a été un grand succès, avec une mobilisation de 45 milliards d'euros. Quand on voit les avancées que nous sommes en train de faire au niveau environnemental et des transitions énergétiques, des règlements et des directives qui sont en train d'avancer, on voit bien que cette présidence qui était prévue bien avant les élections et dans lequel l'agenda n'est pas seulement l'agenda du gouvernement espagnol, c'est surtout l'agenda européen qui ne change pas, peu importe les élections qui existent dans un pays ou un autre, est en train d'être un grand succès et va continuer à l'être. Votre pays, l'Espagne, reçoit des fonds de l'Union européenne, des fonds structurels de cohésion, par exemple, pour son rattrapage économique et régional, mais aussi un grand plan de relance, le deuxième le plus important de toute l'Europe après l'Italie. Le point tout de suite avec Sophie Samagne. Une plage ensoleillée, une douce odeur de paella et un air de flamenco qui s'élève au loin. Pas de doute, vous êtes bien en Espagne. Mais loin de l'image de carte postale, la péninsule ibérique est aussi l'un des pays de l'Union qui connaît la plus grande disparité entre ses régions. Alors, pour aider le pays à réduire ses inégalités, la Commission européenne a décidé de verser 37,3 milliards d'euros
dans le cadre de la politique de cohésion 2021-2027, soit le 3e plus gros budget après la Pologne et l'Italie. La moitié des fonds sera consacrée aux investissements dans les régions les plus pauvres, en Andalousie, en Estrémadure, à Castilla-La Manche, à Ceuta et à Melilla. Avec pour objectifs principaux de relancer l'emploi et la cohésion sociale, d'accélérer la transition écologique et de financer l'innovation et la numérisation du pays. Le Fonds européen de développement régional débloquera par exemple 3,3 milliards d'euros pour aider l'Espagne à produire de l'électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2030. Très touchée par le Covid, l'Espagne est aussi le 2e bénéficiaire du plan de relance de l'Union européenne avec 77,2 milliards d'euros alloués jusqu'en 2026. Mais la crise politique risque de retarder l'absorption de ces fonds, pourtant très nécessaires à booster une croissance qui atteignait 5,5% en 2022. Est-ce que le blocage politique, justement, ne va pas engendrer un certain nombre de retards dans la distribution de ces fonds ? Ce n'est pas le cas jusqu'aujourd'hui. L'Espagne est plutôt le bon exemple au niveau des fonds européens à l'intérieur de l'Europe. On a été les premiers à recevoir les premières tranches. On voit aussi toutes les données macroéconomiques, une croissance de 2,2% des PIB, une des inflations la plus basse de l'Europe. Par conséquent, tant au niveau des gestions des fonds comme des données macroéconomiques, on voit bien que l'Espagne est surtout un exemple. Voilà, on se retrouve devant le Palais Royal, toujours à Madrid, cette fois-ci en compagnie d'un eurodéputé. Bonjour, Antonio López Istúriz White. Vous êtes du Parti populaire européen au Parlement, ce qui correspond ici au Partido Popular. Partido Popular qui a, avec Núñez Feijóo, un peu manqué l'occasion d'avoir une majorité absolue le 23 juillet dernier. C'est Alberto Núñez Feijóo qui a gagné et le Partido Popular qui ont gagné les élections. Le problème, c'est que dans le système espagnol, maintenant, on a une certaine doute sur la question de coalition possible, parce que, aussi, on doit l'admettre, le Premier ministre socialiste, il a fait un score un petit peu plus de ce qui s'attendait dans les sondages. Voilà. Maintenant, on doit travailler avec ça. Vous avez déjà fait des alliances régionales dans 5 régions, mais le parti Vox a une rhétorique très souvent anti-européenne, anti-migrants, finalement minorité, qui pose question, y compris à votre parti. Oui, la même rhétorique nationaliste, raciste qu'on a trouvée dans des partis extrémistes, indépendantistes dans la Catalogne ou au Pays Basque. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Avec la crise économique, on a eu de différents partis, un petit peu populistes et tout ça, mais notre devoir démocratique, c'est de canaliser l'effort démocratique espagnol dans une stabilité représentée par des forces de centre droit et gauche. Pendant les conversations que M. Sánchez a eues, il a négocié avec un parti, Junts, le parti de Carles Puigdemont, que c'est un leader indépendantiste catalan qui était poursuivi par la justice espagnole. Il y a des lignes rouges dans un État constitutionnel. Sánchez utilise l'agenda de la présidence, on verra ça avec les langues régionales espagnoles dans l'institution européenne, pour des raisons entièrement de politique nationale. Je ne peux partager ça. Il demande, Pedro Sánchez, à rajouter comme langue officielle le catalan, le galicien et le basque. 3 langues de plus aujourd'hui, 27 ou 50 la prochaine fois. J'étais élevé ici en Espagne dans la réalité espagnole de diversité régionale et je respecte et j'apprécie, mais il y a un moment où les institutions européennes doivent opérer. Ça, c'est inopérable. L'Espagne reçoit beaucoup de fonds. Est-ce que là encore, l'instabilité politique pourrait nuire au bon versement, absorption de ces fonds? Un pays qui réussit, c'est un pays qui n'a pas besoin de fonds européens, comme le fonds Next Generation, de nouvelle génération. Un pays qui a réussi donne plus à l'Union européenne. Je ne partage cet esprit du gouvernement espagnol d'applaudir et d'être fier de recevoir des fonds européens exceptionnels.
Ces fonds européens, ils servent à un rattrapage numérique qui est tout à fait nécessaire. Pour ce qui est de l'Espagne, elle est 10e sur 27 en ce qui concerne ses compétences numériques. Voilà pourquoi le gouvernement a lancé un grand plan digital 2026 pour faire progresser les projets en matière numérique, comme nous l'explique Luc Brown. Des vitesses bien ajustées, ici les techniciens enchaînent les réglages sur ces vélos. Dans ce magasin spécialisé, les prix ne sont pas planchers et les affaires se portent bien. À l'heure actuelle, le ticket moyen d'entrée pour une acquisition est plutôt élevé. Un vélo électrique peut donc coûter en moyenne 4 ou 5 000 euros environ. Des conseils d'experts sont prodigués en magasin pour des passionnés. Cette enseigne en Galice n'a pas cherché à se développer de façon importante et coûteuse sur le net. Mais désormais, Rulio et son équipe ont recours à un kit numérique fourni par le gouvernement espagnol et financé par l'UE. Avoir un site web de vente opérationnelle n'a jamais fonctionné pour nous avant. Alors maintenant, notre intention est de renforcer notre présence avec ce nouveau moyen de vente en ligne. Leur nouveau site prend forme à 170 km de là, financé grâce à une enveloppe de 6 000 euros qui provient de la boîte à outils numériques, un programme européen de digitalisation des PME. Madrid alloue 4,6 milliards d'euros de son plan de relance post-Covid, financé par l'UE, pour que ces entreprises soient mieux connectées. Dès que le client réalise le potentiel de la présence sur le net, il peut alors étendre la collaboration à d'autres domaines. L'assurance qualité, l'analyse des données, le cloud, l'intégration avec l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. L'Espagne a pris la vague du numérique et accélère même désormais plus vite que ses voisins européens dans le domaine des services publics connectés. En Catalogne, la municipalité de Sant Boi del Llobregat se veut un exemple. Elle teste un nouveau programme financé par des fonds privés pour faciliter l'accessibilité numérique pour tous, avec des guichets de proximité pour échanger en visioconférence avec un agent administratif. Si vous venez faire vos démarches ici, vous serez probablement dans un rayon d'environ 5 minutes maximum de chez vous. Et puis c'est pratique car l'attention est la même, car elle est proposée par un fonctionnaire, tout comme la mairie la propose, et c'est rapide. À Sant Boi, les fonds de cohésion européens ont financé la digitalisation de l'administration. La ville soutient des projets pour encourager les personnes âgées à maîtriser l'informatique, les femmes à devenir professionnelles des technologies numériques. En Espagne, elles représentent moins de 20% des employés de ce secteur. Pour la maire, la révolution numérique ne doit exclure personne. Les droits numériques sont un droit. C'est devenu un droit de citoyenneté car c'est devenu un instrument utile pour accéder à d'autres droits. À la santé, à l'éducation, au travail. Ainsi, si nous ne préparons pas et ne donnons pas les ressources à nos citoyens pour qu'ils puissent accéder à ce droit numérique dans des conditions et des chances égales, ils seront laissés pour compte. L'Espagne a engagé une transition numérique à grande vitesse et vient même de lancer un visa de nomade numérique pour encourager les talents du monde entier à apporter leur savoir-faire dans le pays. Et pour une analyse un peu plus fine de la crise politique espagnole vue par différentes sensibilités, je vous propose de retrouver des politiciens de partis plus minoritaires. Vox n'est pas un parti radical. C'est un parti conservateur qui défend des valeurs conservatrices solides. Nous ne sommes pas déçus de n'avoir pas accédé au pouvoir. Nous avons vu ce qui s'est passé. Les sièges n'étaient pas suffisants, ils ne correspondaient pas. Il nous manquait à peine 4 députés pour obtenir la majorité avec le Parti populaire. Le problème, c'est que le Parti populaire nous a attaqués comme l'a fait la gauche auparavant. Ils se sont unis avec la gauche pour nous attaquer sur nos idées, ce qui est assez incompréhensible. Les groupes progressistes au Parlement européen ils craignaient beaucoup d'une victoire de la droite en Espagne parce que normalement, la présidence devait gérer, par exemple, pour vous mettre un exemple, quelques dossiers du pacte vert européen qui étaient sur la table. On sait que la droite espagnole avait une vision complètement différente. Ils sont dans une logique d'arrêter un petit peu le développement du Green Deal. Ça aurait été un gouvernement soutenu par l'extrême droite. Donc, dans tous ces domaines-là, immigration, pacte vert européen, réforme des règles budgétaires, on aurait eu une orientation complètement différente
moins pro-européenne, il faut le dire aussi, parce qu'avec le soutien de Vox, on aurait une présidence moins pro-européenne et in fine, une présidence qui aurait freiné beaucoup des avancées qu'on a besoin de tirer en avant. Maintenant, c'est Pedro Sánchez qui va reprendre les rênes de la présidence tournante de l'Union européenne pour 6 mois. Est-ce que vous êtes d'accord avec ses priorités de présidence européenne? Sanchez n'a d'autre priorité que de rester au pouvoir. S'il avait eu du respect pour l'Union européenne et pour la présidence tournante, que nous exerçons tous les 13 ans, il n'aurait pas convoqué des élections anticipées en juillet, ne se serait pas retrouvé dans cette tourmente et n'aurait pas désormais un gouvernement sans fonction parce qu'il est un gouvernement de gestion. Il se consacre uniquement à d'autres choses. Négocier des choses illégales qui vont à l'encontre de la Constitution, comme une amnistie ou un référendum d'autodétermination en Catalogne. La politique qui a fonctionné pour la Catalogne, c'est la politique du dialogue et de la négociation. On a adopté les mesures d'indulgence pour les prisonniers dans la mandature antérieure, qui a été un gros succès. Aujourd'hui, les relations entre la Catalogne et l'Espagne sont beaucoup plus normalisées, beaucoup plus stables, il y a moins de conflits. Et je pense qu'une loi d'amnistie va continuer à permettre d'avancer sur cela pour résoudre un problème qui continue à affecter beaucoup de citoyens en Catalogne, qui sont affectés par des procédures criminelles du fait de leur action en 2017. Alors, le gros débat, c'est est-ce que cette loi d'amnistie est constitutionnelle en Espagne? Nous, on est persuadés qu'elle est constitutionnelle. La Constitution espagnole n'interdit pas une loi d'amnistie. Et il faut dire aussi qu'on a des précédents en Europe, notamment en France, mais aussi au Royaume-Uni. C'est la fin de cette émission consacrée à l'Espagne et l'Union européenne dans le cadre de la présidence tournante pour 6 mois. À très bientôt.